Aujourd'hui, à Option Région, on parle de la montée de la Chine qui va prendre le contrôle de la planète bientôt, qui est en train de le faire. On va parler aussi de la fin du capitalisme et on va parler d'un nouveau système économique qui nous reste à bâtir. On commence maintenant avec la montée de la Chine qui est en train de prendre le contrôle de la planète. Bon, le président de la Chine, Xi Jinping, a convaincu ses collègues députés qu'il fallait abolir une loi qui avait été mise en place quelques années avant qui limitait le nombre de mandats du président de la Chine. C'est que dans les dernières années, on avait décidé que c'était 2 mandats de 5 ans maximum, puis après ça, on donne la place aux autres. Et ça, c'était pour éviter que des dictatures comme celle de Mao puissent revenir. Mais là, dernièrement, en 2018, il a réussi à convaincre l'ensemble des députés que, dans le fond, ce n'était pas une bonne idée, puis qu'il fallait enlever ça, puis que, dans le fond, c'est qu'il fallait lui permettre d'être président à vie, dictateur à vie, c'est comme ça qu'on doit appeler ça. Il y a eu un vote en Chambre sur cette proposition, et le résultat, c'est le suivant. Il y a eu 2958 députés qui ont voté pour, 2 qui ont voté contre, puis 3 qui se sont abstenus. On pourrait dire que c'est assez pété comme résultat. Je ne suis pas certain que tous les Chinois qui étaient convaincus qu'il fallait limiter ça à 2 mandats, aujourd'hui sont convaincus qu'il ne faut pas le faire. Là. Puis aussi, la question que je me pose, c'est les 2 qui ont voté contre, est-ce qu'ils sont encore vivants aujourd'hui? Pas certain de ça. Ça fait dur, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que pendant longtemps, au niveau international, quand on parlait d'augmenter la richesse puis de pouvoir sortir les pays pauvres là, de la pauvreté, bien, on disait qu'il y avait un prérequis à ça, c'était qu'il fallait amener en place la démocratie, que la démocratie précédait la richesse. Puis on expliquait que les pays riches sont des démocraties, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, etc., et que ça allait ensemble, ça, richesse et démocratie. C'est vrai qu'il y avait une relation entre richesse et démocratie, mais c'était un petit peu plus compliqué que ça. Parce que pourquoi un certain nombre de pays étaient riches? C'était entre autres parce qu'ils avaient exploité un paquet de pays qui étaient pauvres puis qui avaient bâti leur richesse là-dessus. On a colonisé une bonne partie de la planète pour réussir à devenir riche. Comme disait Gandhi, quelqu'un qui lui demandait s'il souhaitait que l'Inde devienne semblable à l'Angleterre, il avait répondu aux journalistes que si l'Angleterre était devenue riche, c'était parce qu'elle avait exploité la moitié des pays de la planète. Et il disait, l'Inde, compte tenu de sa population, combien de planètes elle devrait exploiter pour devenir aussi riche que l'Angleterre? Ça fait qu'on voit qu'il y a un petit problème. Et si on ajoute à ça qu'actuellement, alors que la démocratie devrait être défendue par les démocrates, dont les États-Unis, puis tantôt je viens de vous parler de Donald Trump là, qui se sacre bien de ça comme de l'an 40, pour lui la démocratie c'est rien, ça, c'est une perte de temps, là, parce que lui-même serait d'accord d'avoir un mandat à vie, il a dit qu'il trouvait que ça avait du bon sens, que ce que le président de la Chine avait fait, là, il était bien d'accord avec ça, que lui ça l'intéresserait. Et au moment où je pensais à tout ça, j'ai tombé un peu par hasard sur un reportage à Radio-Canada durant la période des fêtes dans lequel on expliquait le nouveau modèle de développement qui est mis de l'avant par la Chine. J'ai vu ça dans un reportage de Radio-Canada, très intéressant. Et ce qu'on explique là-dedans, c'est que la Chine est en train de remplacer les États-Unis, est en train de devenir le maître du monde. Elle, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas besoin de la démocratie pour pouvoir faire avancer ses idées, pour pouvoir devenir la puissance mondiale de la planète. La Chine, qui est une population extrêmement grande, là, on parle d'à peu près 1,5 milliard, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de toutes sortes de ressources. Et ce qu'elle est en train de faire présentement, c'est d'accaparer un paquet de territoires et d'infrastructures un peu partout sur la planète, et particulièrement en Afrique. Pourquoi en Afrique? Bien, d'une part, parce qu'il y a beaucoup de richesses, d'autre part, parce que c'est pas cher, puis d'autre part, parce que tu peux faire affaire avec des dictateurs, puis tu peux même leur garantir que tu vas les aider à garder le pouvoir, parce que la démocratie, ça ne te dérange pas. La Chine explique à ces dictateurs-là que, dans le fond, si auparavant, les Américains et les Anglais disaient qu'il faut passer par la démocratie pour devenir riche, elle leur dit, vous n'êtes pas obligés d'embarquer dans la démocratie, parce que regardez nous autres, on n'est pas une démocratie, puis on est des riches, fait que là, c'est possible de suivre notre exemple. Qu'est-ce que fait la Chine? C'est que la Chine investit des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en Afrique dans toutes sortes de projets. Elle achète des immenses terres qu'elle cultive avec des Chinois, c'est les Chinois qui travaillent là, pour produire des produits chinois que les Chinois ont besoin.
elle finance aussi là, des immenses projets, là, soit de ports pour accueillir des navires, elle fait des autoroutes, elle fait des aéroports, il y a toutes sortes de projets qui sont faits. Puis dans le fond, elle est en train de recréer une espèce de route de la soie, mais qu'elle va contrôler. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit aux dictateurs africains, « Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent, inquiétez-vous pas, là, nous autres, c'est toutes nous autres qui s'occupent de ça. Plus tard, là, quand vous aurez de l'argent, vous nous payerez. » Mais souvent, le plus tard arrive rapidement et les dirigeants n'ont pas plus d'argent qu'avant. Et à ce moment-là, ce que la Chine dit, bien, là, c'est bien de valeur, mais là, si vous ne pouvez pas me payer, bien, c'est moi qui prends le contrôle de ce territoire-là. C'est moi qui va avoir l'aéroport, c'est moi qui va contrôler les avions, les bateaux, les trains, etc. Et à ce moment-là, c'est que les pays se trouvent complètement démunis face à la Chine qui a pris le contrôle. Puis, c'est bien sûr qu'à travers de ça, il doit y avoir des pots de vin qui sont donnés à ces dirigeants-là, qui se vendent pour pas grand-chose, comme on dit, par rapport, en tout cas, à l'immense richesse qu'ils pourraient avoir. Parce que, vous savez, l'Afrique, il y a beaucoup de richesses de toutes les sortes. Ils pourraient devenir riches, mais ils sont en train de se faire coloniser par les Chinois, qui, eux autres, en tout cas, ils ont un avantage par rapport aux anciennes... les anciens empires, là, que ce soit les Américains, la France ou l'Angleterre, qui, eux autres, quand ils arrivaient dans un pays, non seulement ils voulaient prendre le contrôle de l'économie, mais ils voulaient prendre le contrôle de la culture aussi. Ils imposaient leur langue, ils imposaient leur religion, alors que les Chinois, ils sacrent bien de ça. Eux autres, de toute façon, la religion, ils n'en ont pas. Puis la langue, c'est pas plus grave que ça. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle économique, point à la ligne. Ce qu'on est en train d'assister, là, c'est tout un changement par rapport à ce qui s'est passé peut-être il n'y a pas si longtemps. Quand le mur de Berlin est tombé, quand le système communiste est tombé, il y a beaucoup d'analystes qui disaient que la chute du communisme, c'était la fin du communisme, puis aussi c'était le début de la démocratie pour toute la planète, et que même il y a un écrivain qui avait dit que, dans le fond, c'était la fin de l'histoire, que là, les pays allaient se conduire démocratiquement, puis que ça allait être le bonheur total qui s'en venait. Et là, on s'aperçoit que quelques dizaines d'années plus tard, que c'est l'inverse. Là, il va falloir qu'on se réveille, il va falloir qu'on s'aperçoive là, que si on tient à la démocratie, il va falloir qu'on pose des gestes, là, parce que là, c'est pas évident ce qui est en train de se passer, c'est inquiétant. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas en se mettant la tête dans le sable que ça va se régler. Je pense qu'il faut savoir dans quel contexte on est pour être capable d'agir d'une meilleure façon, dans le fond. Aujourd'hui, on parle de la fin du capitalisme et du moins, est-ce que je souhaite le début d'un nouveau système économique. Bon, je vous ai déjà parlé que le système capitaliste, c'était pas mal en fin de vie, comme on dit, qui approchait de sa fin. Puis ça, ce n'est pas des gauchistes qui disaient ça, ni des écolos. Ce sont des gens quand même très liés au monde capitaliste. Entre autres, on avait parlé d'un volume qui a été écrit par Christine Kederland, qui est une femme d'affaires qui a occupé des hauts postes dans de nombreuses grandes entreprises privées. Et elle a écrit un volume qui s'intitule « Le suicide du capitalisme ». On peut le voir à l'écran. Et là-dedans, elle racontait que, dans le fond, le capitalisme est en train de s'auto-détruire lui-même. Pourquoi? Parce que le capitalisme, qui était censé de répartir la richesse, fait au contraire des inégalités de plus en plus grandes, puis aussi de moins en moins d'emplois, puis ça, sans s'occuper de l'environnement. Eh bien, je vous dirais que depuis que j'ai lu ce livre-là, il n'y a presque pas une semaine qu'il n'y a pas un nouvel auteur qui écrit là-dessus puis qui confirme que finalement, on s'en va vers la fin du capitalisme. La question, c'est pas est-ce que le capitalisme va s'effondrer, mais bien plutôt quand est-ce qu'il va s'effondrer. Parmi ceux que j'ai lus qui ont écrit dernièrement là-dessus, il y a Claude Castonguay, qui est un ancien ministre libéral, ancien ministre de la Santé, celui qui a apporté la réforme là, de l'assurance maladie, qu'on appelait à l'époque la Castonguette, du nom de Castonguay. M. Castonguay a occupé différentes fonctions dans les grandes entreprises. Il a été, entre autres, président du groupe La Laurentienne, Banque et Assurance. Il a écrit dans une opinion du lecteur dans la Presse Plus au mois de janvier 2019, dans une opinion qu'il intitule « Populisme et fascisme », il nous explique qu'au moment où le mur de Berlin est tombé, que la fin du système communiste est arrivée il y a à peu près une trentaine d'années, c'est que là, tout le monde a pensé que on allait dans un monde ultra-démocratique, que la fin de nos problèmes était arrivée, qu'enfin, on allait avoir une société plus juste, plus équitable, etc. Eh bien, finalement, le rêve qu'on avait est en train de tourner au cauchemar, puis le capitalisme, du fait qu'il n'y avait plus d'adversaires
comme le système communiste, bien, il en a profité pour grossir les inégalités, s'emplir les poches, comme on dit, avoir les deux mains dans la caisse. Ça fait que là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait qu'il puisse arriver. Il nous dit que les signaux sont clairs. Il nous dit, entre autres, que la croissance de la richesse est captée par une minorité d'ultra-riches. Il nous dit également que les inégalités financières, autant entre les pays qu'à l'intérieur des pays, ne cessent de croître. Puis il nous dit aussi que les ressources sont en train de manquer dans notre société de surconsommation et de gaspillage. En plus de ça, il nous dit que de plus en plus de migrants se sauvent de leur pays, ils fuient leur pays, pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce qu'ils sont dans des très mauvaises conditions, soit qu'ils n'ont pas d'emploi, soit qu'ils sont menacés de mort par le dictateur en place parce qu'ils ne pensent pas comme le dictateur. Et c'est des gens qui sont très démocratiques, qui voudraient avoir la démocratie, mais ils sont obligés de fuir ces pays-là. Puis aussi, bien, il fait comme bien d'autres, là, il ajoute le fait que des personnalités, pour le moins, on pourrait dire plus que contestables, comme Donald Trump, Doug Ford, puis Bolsonaro au Brésil, dans le fond, ces gens-là font que c'est un peu le bordel au niveau de la planète actuellement. Puis M. Castonguay dit qu'il n'y a pas de recette miracle pour se sortir de ce pétrin-là, mais il nous met en garde contre les populistes du genre de Donald Trump qui fondent leur idéologie sur des idées plutôt d'extrême droite, des idées de repli sur soi, il faut s'occuper juste de soi, des idées comme le protectionnisme et le retrait des accords internationaux. Il dit également que les dirigeants qui refusent les migrants qui ont besoin d'être accueillis à quelque part, bien, c'est totalement inacceptable. Je comprends qu'on ne peut pas accepter tout le monde, là, mais on ne peut pas partir du principe qu'on va mettre une clôture partout autour des pays, complètement fou. Là. On a aboli le mur de Berlin, c'est pas pour en reconstruire d'autres. Il dit aussi que le pire dans tout ça, c'est que les nouveaux dictateurs n'hésitent pas à mentir. Ils se servent du mensonge comme étant un de leurs arguments les plus importants dans leur démagogie. Puis il nous rappelle que tout ça, on a déjà vu ça il n'y a pas si longtemps que ça, avec le fascisme et le nazisme du temps d'Hitler, du temps de Mussolini. Et ça l'a conduit à la pire des guerres, la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il y a eu des millions de personnes de tuées. Bien, je pense que c'est un avertissement important. Il n'est pas le seul, M. Castonguay, qui nous dit que c'est la fin du capitalisme, ou en tout cas que ça ne va pas bien. Il y a entre autres un autre intervenant qui s'appelle Jean-Pierre Ouellette, qui a été vice-président du CN et de la Banque royale. Et lui a écrit un texte qui s'intitule « Le capitalisme est-il sur la voie de l'autodestruction ». Il commence par nous dire qu'à première vue, ça semble bien aller, que dans le fond, il y a une diminution du chômage, que les taux d'intérêt sont bas, que les actions vont bien. On pourrait quasiment dire que tout va bien, Madame la Marquise. Selon lui, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une récession au bout de tout ça, comme il y en a eu régulièrement? C'est pas est-ce qu'il va en avoir une, c'est de savoir quand est-ce qu'il va en avoir une, et d'après lui, ça s'approche. Puis aussi, la question qui se demande, quelle sera son ampleur et qu'est-ce que vont faire les gouvernements? Bien, les gouvernements, selon lui, vont faire comme ils ont fait dans le passé. Ils ont aidé ceux qui ont contribué à nous mettre dans la merde. C'est que les grandes banques, les grands financiers, ils vont les sauver. Et pendant ce temps-là, les entreprises privées qui, eux autres, bien, ils vont avoir perdu des montants au niveau de leurs actions. Ils vont dire à leurs employés, bien là, ça va mal, il y a une crise, il faut diminuer les salaires, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas continuer comme ça, accepter des diminutions de salaire, sinon on va couper les emplois. Et là, ce que ça conduit, c'est que, encore une fois, les écarts s'agrandissent entre les riches et les pauvres. Au lieu de se rapetisser, ils vont continuer de s'agrandir. Il nous explique également que de 1980 à 2018, il y a eu un accroissement du PIB, là, du produit intérieur brut. Ça veut dire que de plus en plus de produits sont faits. La valeur des produits a été augmentée par 4 fois. Et pendant ce temps-là, c'est que là, au moment où on aurait pensé qu'il y a de plus en plus d'argent, bien, il allait avoir de plus en plus d'argent pour la classe moyenne, bien, ce n'est pas le cas. Au contraire, la classe moyenne s'appauvrit pendant ce temps-là. Et il nous dit que ça conduit au fait que le système capitaliste va avoir des ratés parce que le système capitaliste est basé sur la consommation. Il faut que les gens consomment de plus en plus souvent. Il faut qu'ils achètent des produits pour faire de plus en plus d'argent. Mais là, il risque d'avoir un problème parce qu'entre autres, il nous dit que compte tenu du fait que l'argent est de plus en plus concentré dans les mains de quelques-uns, puis il donne l'exemple de grands milliardaires, entre autres comme Jeff Bezos, qui lui, semble-t-il, aurait une fortune de plus de 150 milliards de dollars. C'est énorme, ça n'a pas de bon sens. Mais même si lui est très riche, il ne pourra pas consommer tous les produits que les gens de la classe moyenne consommaient. Il ne pourra pas acheter 100 000 téléphones iPhone, il ne pourra pas acheter 100 000 voitures, il ne pourra pas acheter
100 000 frigidaires, c'est qu'à un certain moment donné, là, il ne saura plus quoi acheter. Là, puis ce qui va arriver, c'est que le système capitaliste va avoir moins d'acheteurs. Et là, en plus, si les taux d'intérêt se mettent à monter puis vont finir par augmenter, là, les gens de la classe moyenne vont avoir moins d'argent, ils vont consommer moins. Et là, le système capitaliste va avoir des ratés de plus en plus, puis il va se mettre à tousser, puis à un bon moment donné, ça risque de craquer de toutes parts. Un aspect intéressant de ce qu'il écrit, c'est qu'il nous dit que, dans le fond, il nous parle des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, ça, c'est les décennies dans lesquelles on peut dire que la classe moyenne a beaucoup augmenté ses revenus, que les écarts entre les riches et les pauvres se sont rapetissés. Et ça, les 30 glorieuses, c'est les années 50, 60 puis 70. À partir des années 80, là, ça s'est mis à se détériorer. Puis ce qu'il nous dit, c'est que, curieusement, durant ces années-là, c'est que les impôts pour les riches et les impôts pour les grandes entreprises étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Ce qu'on nous a dit dans les dernières années, c'est qu'il faut baisser les impôts des entreprises pour qu'ils créent des emplois, pour éventuellement faire plus de richesses qu'on va partager. Lui, il dit ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que, dans le fond, au moment où les impôts étaient les plus élevés, c'est là qu'il y avait le plus de gens qui participaient à la richesse. C'est là que la classe moyenne s'est enrichie le plus. Il se pose une question. Est-ce que ça veut dire qu'on peut affirmer que des impôts importants pour les riches et les entreprises, ça conduit nécessairement à l'enrichissement de la classe moyenne? Non, on ne peut pas répondre à ça. Mais ce qu'il nous dit, par contre, c'est qu'on peut voir que impôts importants pour les riches et les entreprises, ce n'est pas incompatible avec l'amélioration de la situation de l'ensemble de la population. C'est intéressant. Après avoir parlé de la fin du système capitaliste, on va parler maintenant du début d'un nouveau système économique, des pistes de solutions pour un nouveau système économique dont on ne connaît pas encore le nom, mais qui se voudrait plus juste, plus équitable et plus durable. Pour ce faire, je vais me servir d'une entrevue que j'ai lue, une entrevue qui a été faite par Diane Bérard du journal Les Affaires, que j'ai lu récemment. Cette entrevue a été faite avec M. Roland Lescure. M. Lescure, il était anciennement vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et là, maintenant, il est rendu député de la France. Il est député pour les Français qui sont en dehors de la France, pour les Français qui sont au Québec, aux États-Unis, etc. Les autres, ils ont ça comme politique, c'est des députés hors France. Dans cet article, dans l'entrevue de M. Lescure, il nous explique que lui aussi, il croit qu'on est à la fin d'un système économique, ce système-là qui serait à bout de souffle selon lui. Il dit que alors qu'on n'a jamais généré autant de richesses qu'auparavant, on a réglé un certain nombre de problèmes, en tout cas on a diminué certains. Entre autres, il y a 1 milliard de personnes de moins qui ne sont plus dans la pauvreté. Il reste encore énormément de travail à faire. Parce que, dans le fond, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités de revenus. Pour corriger la situation et mieux encadrer le capitalisme, en France, ils ont fait un nouveau projet de loi qui s'appelle le Pacte, dans lequel il y a toutes sortes de réformes qui sont en train de se faire concernant les entreprises et leurs employés. Parmi les réformes qui vont être mises de l'avant, c'est que les entreprises qui ont plus de 8 administrateurs vont devoir avoir des représentants des travailleurs sur les conseils d'administration. Également aussi, on va bonifier le programme de participation au profit des entreprises pour les employés dans les entreprises de 50 personnes et plus. Et pour compenser ça, c'est qu'on va enlever certaines charges financières qu'il y avait auprès des entreprises qui avaient 250 employés et moins. Donc, on essaie de trouver un équilibre là-dedans. On donne des obligations aux entreprises, mais finalement, on leur enlève certaines embûches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre de l'avant un nouveau statut d'entreprise. Bon, avant ça, il y avait les entreprises privées, les entreprises sans but lucratif, mais là, il va y avoir des entreprises privées, mais qu'on va dire des entreprises privées à mission. Ça veut dire que ces entreprises-là, non seulement ils vont s'occuper de procurer des profits ou des dividendes à leurs actionnaires, ils vont aussi s'occuper de bonnes causes. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'environnement, ça peut être au niveau des sports. Et à ce moment-là, ils vont devoir rendre des comptes, pas simplement sur l'activité économique de l'entreprise, mais aussi sur la bonne cause qu'ils ont mis de l'avant. Et là, il va falloir que ce soit sérieux. Ce n'est pas quelque chose là, que tu peux juste te vanter ou tu peux te servir pour attirer des clients. Les entreprises à mission vont devoir être auditionnées par des firmes indépendantes qui vont dire « Oui, l'entreprise d'une telle a bien fait son travail. Oui, elle a vraiment contribué à améliorer la santé ou l'environnement. On peut lui remettre son certificat de bonne conduite, comme on dit. » Bien, ça, c'est quelque chose qui devient drôlement intéressant parce que, dans le fond, là, on ne peut pas penser que c'est juste les citoyens qui vont changer le système capitaliste. À la base, c'est les entreprises qui vont être au cœur de tout ça.
Et quand la journaliste lui a demandé, Monsieur Lescure, est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant un tel projet de loi? Il dit, oui, c'est possible au Québec, mais il disait que ça prend 2 éléments pour être capable là, de faire avancer une idée qui est un peu révolutionnaire, entre guillemets. La première, elle dit que ça prend la peur, et la deuxième, ça prend l'espoir. Parce qu'il disait que tant que les gens n'ont pas peur, qu'ils n'ont pas peur que ça pète aux frettes ou ils n'ont pas peur que ça ne marche pas, à ce moment-là, les gens, il est mieux continuer dans ce qu'ils connaissent. C'est moins fatigant, c'est moins peurant, c'est moins dérangeant. Mais à partir du moment où les gens se rendent compte que ça ne marche plus, que les gens ils ont peur que ça éclate, là, les gens ils commencent à dire « Ouais, je pense qu'on serait mieux de changer. » Mais s'il y a juste la peur, ça va virer en panique, ça ne donnera rien. Ça prend aussi l'espoir. Ça prend l'espoir qu'on est capable de mettre de l'avant un nouveau système qui va être aussi bon, sinon meilleur, que celui qui était là avant. C'est les 2 grands éléments qui devraient nous permettre de faire avancer des nouvelles idées. Si on regarde ça au Québec, la peur, il commence à y avoir pas mal de monde qui commence à avoir peur de toutes sortes d'affaires. Ça ne va pas très, très bien au niveau économique, dans le sens du partage des ressources. Au niveau de l'environnement, c'est assez plus qu'inquiétant. Fait que la peur, on l'a. L'espoir, moi, je pense qu'on doit l'avoir parce qu'on est quand même dans des sociétés modernes. On a des talents, des connaissances, des compétences. Puis en plus, on voit qu'ailleurs dans le monde, en France, aux États-Unis, il y a des nouveaux systèmes qui commencent à se mettre en place puis qui vont peut-être être le début de quelque chose de pas mal plus profond que ça, le début d'un nouveau type d'entreprise, le début d'une nouvelle façon de gérer l'économie qui serait plus juste, plus durable puis plus équitable. Mais pour faire ça, bien, ça prend un porteur de ballon. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une organisation qui porte cette bonne cause-là. Ça ne peut pas avancer tout seul comme ça. Moi, j'aurais pensé que le Conseil du patronat, peut-être nos grandes centrales syndicales pourraient s'asseoir puis de dire « Ouais, nous autres, on va regarder quelque chose là, pour faire ça. » Parce que, dans le fond, tout le monde a un peu intérêt à ce que ça aille mieux dans l'avenir. Si le Conseil du patronat ne se rend pas compte que ça ne marche pas puis que le système est sur le point d'éclater puis qu'il faut qu'on fasse des réformes, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si ces gens-là ne veulent pas embarquer, bien, c'est peut-être d'autres types de patrons ou d'autres types de syndicalistes qui vont embarquer et qui vont prendre leur place. C'est le système, il ne s'en fâchera pas du fait qu'il y a du monde qui veut garder le job. Il va falloir, à un certain moment donné, qu'il y ait des gens qui soient prêts à dire « Bien, moi, là, je suis prêt à m'engager dans des changements en profondeur pour être capable d'avoir un système qui va plaire au plus de gens possible. » En conclusion de l'idée d'un nouveau système, je vais parler d'un autre article que j'ai lu dans le Journal des Affaires, qui est un article paru le 26 janvier 2019, qui a été écrit par Olivier Schmucker, dont le titre est « Vers un nouveau contrat social ». M. Schmucker nous raconte que lors du dernier rendez-vous, le Forum mondial de Davos, le fondateur du Forum mondial de Davos, qui s'appelle M. Klaus Schwab, fait un discours qui a été remarqué par plusieurs personnes, puis j'aimerais ça vous en lire quelques extraits. M. Schwab, ce qu'il a dit à l'ensemble des plus riches de la planète, il a dit « Nous n'avons maintenant plus d'autre choix que de redéfinir le bien commun, puis instaurer ici et là de nouveaux modèles économiques en adéquation avec cette nouvelle vision du vivre ensemble. » Comme on dit, il commence à y avoir du monde là, qui trouve que la soupe est chaude puis qu'on serait peut-être mieux de penser à quelque chose, là, une solution de remplacement. Je pense que le capitaliste a besoin d'un plan B. Et c'est pas tout, il continuait en disant que, toujours notre ami, là, le fondateur du Forum mondial de Davos, nous disait « À force de palabrer et de nous déchirer sur des sujets somme toute oiseux, nous avons tardé à réaliser que le modèle production-consommation était devenu obsolète, ça veut dire qu'il était devenu complètement dépassé. » Il dit « Aujourd'hui, nous devons impérativement en adopter un autre qui sera axé sur le partage et la bienveillance. » Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Bien, selon M. Schwab, c'est en créant une communauté d'intérêts puis d'objectifs à toutes les échelles, que ce soit au niveau local, national ou international. En gros, moi, je traduis ça par « arrêtons de nous chicaner ». Arrêtons de nous chicaner sur les choses secondaires et trouvons un nombre d'objectifs limités qui va pouvoir faire consensus. Je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est non seulement possible, c'est obligatoire. On a le devoir de faire ça. Puis en plus aussi, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'il y a un paquet de monde là, qui ont toujours des solutions faciles et des problèmes complexes. Je n'ai rien contre ça, que tout le monde dise son opinion.
Mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on aille un peu plus en profondeur. Si on veut trouver quelque chose qui va tenir la route, là, il va falloir qu'on fasse participer pas juste ceux-là qui inondent là, le web de toutes sortes de commentaires pas toujours fabuleux. Puis moi, je pense que le nouveau système, il doit être basé sur la confiance envers la majorité de la population. Ça veut dire que les grandes décisions économiques et politiques doivent passer par ce que j'appelle des initiatives référendaires. Il faut que les gens soient d'accord avec ça. Il faut qu'on leur offre l'opportunité de proposer des affaires et d'en discuter et de choisir en dernier lieu qu'est-ce qu'on va faire. Parce que dans le fond, là, le système, qu'il soit politique ou économique, il est fait pour le monde. Bien, s'il est fait pour le monde, il faut que le monde soit d'accord avec ça. Il y a des gens qui, des fois, ils refusent de dire leur idée parce qu'ils ont peur de se faire voler. Bon. Mon père disait toujours que tu peux te faire voler ton idée, mais tu ne te feras pas voler l'ouvrage qui va avec. Et moi, il y en a une idée que j'ai entendue récemment, qui m'a plu, que je pense qu'en tout cas, qui sortait de l'ordinaire, qui pourrait aider, d'après moi, à avoir justement une économie plus juste et plus équitable. Et cette idée-là provient du fait que c'est une jeune économiste de 50 ans, italo-américaine, du nom de Mariana Mazzucato. Et cette femme-là, à mon avis, a proposé une idée qui sort vraiment de l'ordinaire. Elle, ce qu'elle dit, c'est que les grandes entreprises qui sont les plus riches présentement, c'est les entreprises du numérique, les Facebook, les Google, les compagnies. Ces gens-là ont accumulé des quantités d'informations extrêmement considérables, immenses. Et finalement, ces informations-là, qu'elles vendent à d'autres, elles les ont reçues gratuitement. Nous autres, soit par le biais de nos cartes de crédit, soit par le biais de notre Facebook, on donne toutes sortes de renseignements à ces entreprises-là gratuitement. Et ces entreprises-là revendent nos informations qu'elles ont eues gratuites. Madame Mazzucato, ce qu'elle dit, c'est qu'on devrait nationaliser les informations qui ont été données gratuitement à ces entreprises-là. Si on nationalise ces informations-là qu'ils ont reçues gratuitement, puis qu'à ce moment-là, l'État peut les revendre à ces entreprises ou à d'autres entreprises, bien, c'est collectivement qu'on va faire de l'argent avec ça. On va pouvoir se payer toutes sortes de services. Et non seulement on va pouvoir se payer des services, mais on va pouvoir reprendre au moins une partie du contrôle sur nos informations qui auraient dû être privées. C'est intéressant et, comme on dit, à suivre. C'est ainsi que se termine notre émission d'Option Région. La semaine prochaine, on a une entrevue avec Marie-Ève Martel et on va parler de l'avenir des médias locaux et régionaux.